monumental, colossal. L'art en XXL. Quand on fait les choses à cette échelle, on est heureux. Déjà la taille impressionne. Ça me plaît. Penser grand? Pour moi, il faut penser encore plus grand. Je trouve que l'espace pour l'œuvre n'est jamais assez grand. Quel est l'intérêt de ces sculptures gigantesques, de ces installations colossales et d'autres projets ambitieux comme construire sur la Lune? Penser grand, ça veut dire qu'on met en question le statu quo. On essaye de reformuler la question avant de commencer à chercher la réponse. Voilà plus de 50 ans que l'homme s'est envolé pour la Lune. Aujourd'hui, la voici de nouveau à portée de main, avec la nouvelle mission Artemis de la NASA. C'est Bjarke Ingels, architecte danois de renom, qui élabore les plans d'une base lunaire. Un visionnaire pour qui aucun projet ne semble trop farfelu. Voici le siège social de Bjarke Ingels Group à Copenhague. Tout est dans le nom, Big. Des centaines d'esprits créatifs s'y affairent à façonner le monde de demain. Si on travaille ici, on doit voir grand. Le mot danois pour dessin, c'est formgivning. Ça veut dire donner forme à ce à quoi on n'a pas encore donné forme. En d'autres mots, donner forme au futur, parce que quand on dessine un espace ou un lieu, on donne une forme au monde où l'on voudrait vivre dans le futur. Comment construire dans le vide spatial? Des habitations qui protègent des radiations et des températures extrêmes. Importer des matériaux de construction coûterait une somme astronomique. En collaboration avec la NASA et Icon, Bjarke Ingels met au point des solutions. On construit avec ce qui est déjà sur place. Sur la Lune, l'architecture régionale repose sur l'idée d'utiliser des imprimantes 3D laser à énergie solaire. On recueille de la poussière lunaire et on utilise des lasers solaires pour la faire fondre et en faire une sorte d'obsidienne lunaire. À partir de là, on imprime des structures en 3D et on transforme la poussière lunaire en lave. Les premiers essais sur la Lune devraient avoir lieu dès 2028. Les visites de chantiers à venir pourraient être assez spectaculaires. Mais Bjarke Ingels voit aussi les choses en grand pour la planète Terre. Ses projets sont à la fois originaux et durables. Une usine d'incinération des déchets avec une piste de ski sur le toit à Copenhague. En Norvège, un musée qui sert également de pont. Et pour Lego, un accueil visiteur fait de briques. Il envisage même de concevoir une ville entière. Un plan directeur pour 1000 km² dans le petit royaume du Bhoutan ou Drukyul, pays du dragon. Comment un architecte danois en vient-il à se voir confier un projet d'une telle envergure dans l'Himalaya? Il y a quelques années, lors du couronnement du roi Charles, le roi du Bhoutan était venu à Londres pour assister à la cérémonie, puis il avait fait escale à Copenhague. Je me suis retrouvé à dîner assis à côté du roi. Et Sa Majesté m'a dit qu'il était impatient de me rencontrer, car il envisageait de construire cette ville à la frontière avec l'Inde. Le Bhoutan est un pays qui se porte très bien à certains égards. C'est le pays le plus écologique au monde. Il voulait donc voir s'il était possible de créer un environnement qui puisse attirer les investissements internationaux pour retenir les talents locaux. La vision du roi, c'est Gelepu Mindfulness City, la ville de pleine conscience. Un projet qui met l'accent sur le bonheur des gens. Des valeurs bouddhistes, plus la préservation de la nature. Ici, nous sommes dans les plaines tropicales, au pied de l'Himalaya. Il n'y a pas de montagnes, mais on a des rivières. 34 cours d'eau, en fait, pour la région administrative. Donc l'idée qui nous est venue, c'est est-ce que la nouvelle ville ne pourrait pas être modelée d'après les cours d'eau? Une ville qui ne modifie pas la nature ni l'agriculture, mais contribue à les améliorer.
Voici à quoi ressemblera l'aéroport. Une structure de poutres en bois. Elles seront ornées de sculptures sur bois bhoutanaises. L'équipe d'urbanisme d'Ingalls allie la tradition à l'innovation. Un nouveau projet Think Big est en vue pour l'Allemagne. Bjarke Ingels a remporté le concours international pour le nouvel opéra de Hambourg. Sa forme est censée évoquer des ondes sonores qui se propagent vers le port en terrasses concentriques. Par certains côtés, on pourrait donner de l'opéra l'image d'une institution élitiste. Mais là, c'est tout à fait accessible. On peut littéralement aller se promener jusque sur le toit de l'opéra, et dans le jardin qui est ouvert à tout le monde, on peut voir des tas de choses. Les chanteurs qui répètent et même l'orchestre en répétition. Donc je pense que de ce point de vue-là, cela va être un opéra très ouvert et très engageant. Un parc à 3 dimensions qui flotte au milieu du port de Hambourg. Les grandes idées butent parfois sur des budgets modestes ou sur les règles d'urbanisme. La solution d'Ingalls, J'appellerais ça du pragmatisme utopique. L'utopie, c'est la représentation littéraire d'un endroit si parfait qu'il ne peut exister que de façon imaginaire. Et le pragmatisme, c'est la tournure d'esprit qui fait que l'on s'accommode du monde comme il est. On peut dire que l'architecture est en quelque sorte la poésie de la pratique. On prend toutes les choses existantes très au sérieux et on essaie de les orchestrer de façon à ce qu'elles deviennent un petit morceau du monde que l'on rêve pour l'avenir. voir grand pour rendre le monde de demain au moins un peu meilleur. Des canards en caoutchouc géants font le tour du monde. Hong Kong, Pékin, Sydney, Séoul. L'artiste qui a créé ces gigantesques palmipèdes est le néerlandais Florentijn Hofman. Loin des grandes villes, aux portes d'Arnhem, il a installé son atelier à l'orée de la forêt. Il peut y observer de tout petits oiseaux. J'adore voir les oiseaux. J'adore les voir voler autour de moi, picorer leur nourriture et voler d'un arbre à l'autre. Hofman est connu pour ses sculptures d'animaux. Ça prendra des dimensions énormes, mais ça commence tout petit. C'est la pâte à modeler pour enfants qui donne forme à ses premières idées. Quand on est jeune, on est une tabula rasa. On n'a pas eu à affronter de problèmes. On voit les choses pour la première fois. Et j'essaye de faire revivre l'enfant qui est en moi tous les jours. Ce qui semble ludique porte en fait un message. En 2000, il m'est venu l'idée de créer une œuvre qui pourrait connecter le monde entier. Je voyais la planète et les océans de la planète comme une grosse baignoire globale. Donc voilà, on est une famille, et dans cette baignoire, il nous fallait un canard en plastique. Ça nécessite beaucoup de travail de faire les choses en grand. On a besoin de temps. Certains de mes projets prennent 5 ans. En 2007, il fabrique son premier canard de bain. Déjà moi, mais aussi toute l'équipe, on avait très peur du travail que ça représentait. C'était vraiment gros. Il y avait des câbles d'acier à l'intérieur pour le tenir parce que c'était une structure vraiment costaude. C'était un peu comme un navire. On avait les mains moites. Depuis 2007, divers canards sillonnent les mers du globe. Le canard en plastique est, je crois, l'une des plus grosses œuvres d'art du monde encore visible aujourd'hui. Ils ont désormais de nombreux compagnons. Un lapin en bois à Örebro en Suède, un poisson pour un parc festivalier proche de Shanghai et un méga lapin lunaire à Taïwan. C'est une esthétique vraiment abordable. C'est mignon, ça brille. Par exemple, en Chine, j'ai fait un panda géant avec une perche à selfie. Il est étendu sur le dos
Donc on se dit « Oh, c'est vraiment mignon ». Le selfie panda est devenu un géant. 26 mètres de long, 13 mètres de haut. Pour sa fourrure, 3 millions de faisceaux de câbles ont été vissés sur la structure en aluminium. Il avait pour but d'attirer l'attention en Chine sur un centre de sauvetage pour les pandas menacés. Mais ce n'est pas tout. Un panda qui dort ou qui prend un selfie, en fait, bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Il s'agit de la vanité, de la façon dont nous nous comportons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, toute cette histoire de se filmer pour que les gens vous aiment. À Rotterdam, un énorme renard se promène, un sac de course dans la gueule, en pleine ville. Un environnement dans lequel les animaux s'aventurent de plus en plus. Il y a quelque chose dans le sac. Un doner kebab. Il s'agit de la nature et de la ville, mais aussi d'ouverture et de diversité. La volonté politique de la ville maître d'ouvrage, c'est que les nouveaux arrivants soient les bienvenus à Rotterdam. En peu de temps, le monument est devenu une attraction et même un terrain de jeu très fréquenté. Un autre personnage, issu de l'univers animalier de Florentine Hoffmann, joue lui aussi un rôle politique. Son ours polaire, comme une alerte, a trouvé un refuge provisoire dans son jardin. On m'a demandé une œuvre pour un musée à Amersfoort. En Hollande, il y a un truc qu'on dit. On parle d'Amersfoort-sur-Mer. Ça veut dire que si le réchauffement climatique continue, ça pourrait bien arriver. Amersfoort n'est pas au bord de la mer, mais si les digues cèdent et que l'eau envahit les Pays-Bas, ça pourrait devenir Amersfoort-sur-Mer, si on continue à défier la planète comme on le fait. Si les humains privent les ours polaires de leur habitat, ceux-ci s'introduisent dans le nôtre. Nous, les humains, nous pensons que nous sommes ce qu'il y a de plus important au monde. Je ne suis pas sûr que les animaux pensent la même chose d'eux-mêmes. À 49 ans, Florentine Hoffmann est un homme d'action qui n'hésite jamais à innover. Pour la ville néerlandaise d'Amersfoort, il a donc soudé 2 géants d'acier. En y regardant de plus près, on constate qu'ils sont composés de 10 000 abeilles et rappellent l'importance de ces petits insectes. Si les abeilles disparaissent, nous disparaîtrons aussi. Mais l'artiste présente ses avertissements sur un ton ludique. 10 000 abeilles. Il y a une abeille triste et une abeille gaie. Mais j'ai aussi caché une reine des abeilles. Il faut la chercher. En Italie, à Bari, la capitale des Pouilles, depuis des mois, un édifice pousse vers le ciel au cœur de la vieille ville. C'est ici que se dressait autrefois la basilique San Pietro. Elle est aujourd'hui en cours de reconstruction. Pas en pierre, mais en treillis métalliques filigranés. Un projet artistique monumental d'Edoardo Tresoldi. Le sculpteur italien est connu pour ses installations gigantesques qui ressemblent à des dessins dans l'espace. Il reconstruit des édifices historiques disparus grâce à une architecture transparente, laissant apparaître les ruines situées en dessous. Son chantier du moment se trouve à Bari. Le site revêt une importance archéologique considérable. On y trouve des vestiges allant de l'âge du bronze jusqu'au XXe siècle. L'un des principaux atouts de cet endroit réside dans le fait qu'il s'agit d'un petit bout de terre dont les racines remontent à la fondation de la ville. Au fil du temps, il s'est enrichi de multiples constructions et reconstructions des différentes époques. Et elles sont marquées par tant d'éléments architecturaux différents que cela dessine une évolution au fil du temps.
À la demande du service d'archéologie des Beaux-Arts et de la Nature de Bari, Edoardo Tresoldi voyage dans le temps. Il mène des recherches sur les transformations de ce lieu sacré. Au cours des recherches que nous avons menées ces 5 dernières années avec les archéologues de la direction culturelle, nous avons dressé une sorte de photographie du processus au cours duquel diverses architectures se sont succédées au fil du temps. Le projet consiste à unir ces architectures en cherchant à reconstituer les volumes qui ont caractérisé ce lieu au cours des 1000 dernières années et à les rassembler tous dans un même temps. Pour réaliser cet immense ouvrage, l'équipe d'Edoardo Tresoldi s'est installée dans une immense halle de montage à Bari. Les travaux ont duré 4 ans. C'est ici, dans le port, que les modules de sa sculpture sont fabriqués à la main avant d'être assemblés sur place. Le fil de fer n'est pas un matériau facile à travailler. C'est un véritable tour de force. Le principal défi quand on travaille avec ce matériau, qui est un matériau capable en principe de former des volumes de cette dimension, c'est qu'on doit être extrêmement attentif à chaque détail de la conception pour ce qui est de la répartition des forces et des contraintes. Cela revient finalement à essayer de confectionner une superbe robe, mais une robe qui est en tension. Le studio de Tresoldi est basé à Milan. C'est là qu'il est né en 1987. Il est fils d'un pâtissier. Il a d'abord étudié l'architecture et le design, mais change rapidement d'orientation. Et 1 an plus tard, il s'installe à Rome pour travailler dans la conception de décors de cinéma et il réalise ses premières sculptures en fil de fer. Il a conçu cette installation prénommée Etherea pour le festival de musique Coachella en Californie. Près de Riyad, en Arabie Saoudite, il a conçu le pavillon Garfa, inspiré des ruines des constructions locales en terre. À Reggio de Calabre, en Italie, il a habillé l'espace de 46 colonnes transparentes en fil de fer, qui peuvent atteindre 8 mètres de haut. Des expériences qu'il peut désormais mettre à profit pour son travail à Bari. Scénographe, à 39 ans, il aime se promener dans la vieille ville. L'architecture, mais aussi la vie quotidienne des gens et l'esprit des lieux sont la source de son inspiration. Nous devons considérer la ville comme un ensemble d'éléments qui évoluent dans l'espace et dans le temps, qui renaissent, se renouvellent et qui se répètent grâce à l'action de ceux qui la redessinent et la reconstruisent. À Bari, il a présenté la maquette de son projet de reconstitution artistique de San Pietro. Bientôt, les visiteurs pourront réellement se promener dans cette basilique transparente. La maquette est au 1/10, une échelle qui me permet de la traverser et de m'y tenir debout. Tresoldi se décrit comme un artiste de la matière manquante. Il mène une réflexion sur le temps, l'éphémère, les relations entre les gens et les choses qui n'existent plus. L'installation de Bari est prévue pour rester là pendant 20 ans. Ce que je trouve très intéressant dans la possibilité de construire des monuments temporaires, c'est que le monument ne sert pas à raconter ce qui viendra, mais simplement à nous interroger sur notre époque. La basilique monumentale en treillis métallique sera inaugurée à l'été 2026. Il barre le passage et il envahit l'espace de l'église. Un rhinocéros rose pâle en polyester. Est-ce un hôte paisible ou un monstre menaçant qui aurait élu domicile dans l'église d'un couvent du Moyen-Âge? Non, c'est une installation de l'artiste israélien Itamar Gov.
Dès le début, cette œuvre était très contradictoire en elle-même. Le simple fait que ce soit une sorte d'énorme monstre, avec aussi quelque chose de légèrement enfantin, car ça fait peut-être un peu penser à un cirque. En Europe, le rhinocéros est depuis toujours considéré comme un symbole de force et d'exotisme. Il y a 500 ans, Albrecht Dürer en a donné une image célèbre en faisant une gravure sur bois, sans avoir jamais vu l'animal de ses propres yeux. Dans le contexte européen, le rhinocéros a une histoire très particulière. C'est un symbole de puissance impériale. En tant qu'espèce animale, ils sont intéressants. Ils ne mangent pas de viande, leur vue n'est pas très bonne. Ils sont plutôt pacifiques, même s'ils peuvent vite se montrer extrêmement violents. Mais que nous murmure aujourd'hui ce colosse? Itamar Gov, né en 1989 à Tel Aviv, cherche la réponse dans les détails. Beaucoup de ses projets commencent par une petite découverte. J'aime beaucoup travailler avec ce qu'on appelle la micro-histoire. Un détail, n'importe quel élément, un objet ou un personnage. Et dans ce cas précis, c'était un mot, un verbe en hébreu, leid karnef, qui signifie littéralement se rhinocériser. Rhinocériser. Un mot apparu en hébreu dans les années 60, en réaction directe à la pièce d'Eugène Ionesco. L'histoire se déroule dans un petit village où tous les habitants se transforment peu à peu en rhinocéros. C'était une sorte d'allégorie de l'Europe des années 30 et de la montée du totalitarisme et du nationalisme. Et ce verbe en hébreu a justement été inventé pour décrire ce genre de situation. Le verbe n'existe qu'en hébreu. Il désigne un problème évident, mais que tout le monde préfère ignorer. Il y a des métaphores similaires dans d'autres langues, comme un éléphant dans la pièce. Il y a cette expression de l'éléphant dans la pièce. Ce grand animal ou quelque chose d'énorme que tout le monde voit et reconnaît, mais dont on préfère ne pas parler. L'idée ici était que le rhinocéros est si grand qu'il serait pratiquement impossible d'affirmer qu'il n'y a pas de rhinocéros dans la pièce. Eugène Ionesco a écrit cette pièce sans désigner de société en particulier. Itamar Gov ne souhaite pas non plus le faire. Pour autant, l'artiste réfléchit à l'Europe et au monde dans lequel nous vivons. Cela fait maintenant 16 ans que je vis en Europe. On sent bien la tournure sombre que prend la réalité politique. Il faut simplement essayer, quelque part, de trouver la bonne façon d'y faire face. Se rhinocériser, c'est-à-dire s'aligner sur la masse, sans se demander où elle va. Le géant rose nous oblige à y regarder de plus près. La rhinocérisation des sociétés se reconnaît au fait que les gens perdent leur empathie. Ils ne comprennent pas vraiment quelle est leur part dans la masse ou dans un mouvement politique qui s'engage dans une certaine direction sans vraiment saisir quelles en sont les conséquences. Une immense forêt enchantée, suspendue au plafond. Cette œuvre qui occupe les 800 mètres carrés de la salle s'intitule Florilegia. Cette œuvre est monumentale pour une sculpture. C'est énorme. Il y a approximativement 1 million d'éléments dans ce travail qui forment une fleur. Rebecca Louise Lau a érigé un temple gigantesque en hommage à la nature. J'adore jouer avec la taille des choses.
C'est une expérience d'humilité pour l'être humain. Mais il est vrai aussi que j'ai toujours pris mon inspiration dans les paysages et les spectacles que nous offre cette terre, et qui sont monumentaux et effrayants. Ils m'inspirent et je veux transmettre ça à ceux qui les regardent. Mais je veux aussi que ceux qui les regardent y pénètrent. Et si c'est petit, je ne peux pas y arriver. Vous ne pourrez pas faire partie du tableau. Alors que plus il est gros, plus je peux y mettre ce qu'est vraiment le monde extérieur, le reproduire dans un espace où les gens peuvent faire partie de la nature, mais en sécurité. Plus d'1 million de fleurs, de plantes vivaces et de brins d'herbe ont été acheminées par conteneurs vers le nord de l'Allemagne depuis les immenses collections de l'artiste, venu du monde entier pour cette œuvre. Cette installation dans le manège du château de Gottorf ne constitue qu'une partie de l'exposition globale. L'artiste britannique a transformé 3 autres lieux artistiques du nord de l'Allemagne en paysages éphémères. Un champ de fin d'été pousse vers le bas dans le musée en plein air de Molfseekiel. The Field est composé de 16 000 tiges de graminées. La base de mon travail, c'est de valoriser ce que nous avons, la nature dont nous faisons partie. Il s'agit de ce qui nous est donné sur cette terre, de montrer la valeur de cette nature et la valeur de chacun pour les autres. J'adore mettre en valeur une tige, une fleur, lui donner toute la place qu'elle mérite, la regarder et me dire « Regarde ce qu'on a là, regarde ce qui nous est offert ». La beauté de la création. Cet art nous invite à faire une pause, à nous émerveiller, à voir dans chaque brin d'herbe le caractère unique de la vie et sa fugacité. Et aussi à préserver cette création. Rebecca Louise-Lau, son équipe et de nombreux bénévoles ont travaillé pendant 2 semaines à la prairie suspendue de Molfsee. C'est aussi ce qui rend ces œuvres si spéciales. Elles sont le fruit d'un travail collectif. Si j'attribue la part qui revient dans tout ce processus à la communauté de ceux qui ont travaillé dessus, je ne peux pas dire que c'est mon œuvre. Il a fallu tant de gens pour rendre ça possible. Chaque graine et chaque fleur est passée par plusieurs mains. Sans doute près d'une centaine de personnes pourront rentrer dans cet espace et diront « c'est la mienne, c'est moi qui l'ai faite ». Ça aussi, c'est incroyable. C'est ainsi que sont nés les clubs de bricolage floral, un projet unique en son genre en Allemagne. Des centaines de bénévoles y ont participé. L'artiste a envoyé des mélanges de graines avec des instructions sur la manière de récolter et de faire sécher les plantes. Puis, pendant plus d'1 an et demi, tout le monde s'est mis à bricoler, main dans la main. On a senti que certains étaient vraiment ravis d'avoir un objectif, d'avoir un programme. Et c'est ce qui faisait tout le charme de cette expérience. Il y avait des gens de tous horizons et on établissait tout de suite un contact très franc avec chacun. Beaucoup de bénévoles continuent de se fréquenter. Des liens d'amitié se sont tissés. J'ouvre la pratique artistique à cette communauté. On s'assoit à côté de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré auparavant et on participe à un projet en assemblant des fleurs pour une œuvre d'art. On est réunis par un même objectif, mais en réalité, ça va plus loin. Ce lien perdure. C'est ce que je veux donner. Il y a les deux dans mon art. Voir grand peut donner naissance à un art grandiose.